ABC. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler un petit peu de quelques aspects un peu plus techniques, et notamment de sécurité hardware et de confiance sur Internet. Alors, sécurité hardware, pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a eu pas mal d'événements assez intéressants dans ce domaine-là sur l'année 2008, avec beaucoup d'attaques qui ont eu des conséquences dans le domaine informatique, qui ont été rendues possibles de par une approche plutôt électronique. Et dans une deuxième partie, on parlera d'une façon un peu plus générale de confiance sur Internet, avec notamment pas mal de choses intéressantes sur BGP, donc un protocole de routage sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on constate au cours de dernière année ? Eh bien, en fait, cet aspect électronique est quand même de plus en plus fréquent. Si on regarde, c'est des choses qui ont toujours un petit peu été présentes dans les milieux un peu underground, dans les milieux hackers. Donc, typiquement, par exemple, le hacking de consoles de jeux, des choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler, des gens qui achètent des consoles de jeux, qui les dessoudent, qui modifient des choses dessus pour avoir le droit, par exemple, d'utiliser des jeux piratés. Donc, une façon hardware d'aller contourner des méthodes de protection logicielle qui sont en place. Mais d'une façon beaucoup plus scientifique, par exemple toutes les attaques par canaux cachés sur les cartes à puce, tout ce qui est DPA, SPA, qui ont fait l'objet de pas mal de publications. Donc on voit que cette approche électronique pour attaquer un système informatique peut avoir un certain intérêt. Si on élargit même ça encore de façon plus importante, on regarde par exemple qu'il y a des conférences comme DEF CON depuis de très très nombreuses années, vous avez des concours de lockpicking, il y a même eu des démonstrations qui ont été faites au sein du CLUSIF, où on est dans le domaine de la sécurité hardware pure et qui a des impacts très précis sur la sécurité de nos data centers par exemple. Alors, les présentations hardware, comme je vous disais, c'est quelque chose qui a été extrêmement important dans l'année 2008. Si on regarde quelques grandes conférences, par exemple le dernier CCC qui a eu lieu à Berlin il y a quelques semaines, donc en décembre, sur une centaine de présentations, on trouve plus d'une quinzaine de présentations vraiment orientées électroniques, c'est-à-dire que dedans, les personnes expliquent comment, avec un microscope électronique, comment avec des fers à souder, comment avec ce type d'appareil, ils ont pu attaquer des systèmes beaucoup plus complexes par l'approche électronique. Bon, c'est le cas aussi d'autres présentations, comme à Kansas Quest, une conférence très technique qui est une conférence de référence, où, par exemple, on a présenté les Cold Boot Attack. Je vous en dirai un petit mot dans la suite de la présentation. Alors, le sujet de 2008, vous n'avez pas pu passer à côté, ça a probablement été le RFID. On en a beaucoup parlé. RFID, donc ces petites puces passives. Donc une mémoire et une antenne qui vont être auto-alimentées qui vont être alimentées quand elles vont être mises à proximité d'un lecteur et qui vont avoir différents rôles, du contrôle d'accès, notamment par exemple dans le système de métro, dans le système de contrôle d'accès physique. Bien évidemment, c'est des choses qui sont très très intéressantes à utiliser, très pratiques, mais il se pose bien sûr la question de la sécurité dans ces équipements-là, avec éventuellement des besoins de crypto, donc d'utilisation de cryptographie sur ces équipements-là pour éviter la clonabilité. On ne veut pas bien sûr que si on donne une carte spécifique à quelqu'un, elle puisse être clonée facilement et dupliquée. Et puis il peut y avoir des problèmes de confidentialité aussi dans certains cas où quelqu'un pourrait essayer d'observer la communication entre cette puce et le lecteur et en tirer des informations. Alors on a des contraintes matérielles assez fortes parce que ces cartes sont généralement distribuées à des millions d'exemplaires donc bien sûr, il faut qu'elles aient un coût très faible, donc ça limite énormément les possibilités de ce qu'on peut faire dedans, ne serait-ce que pour des raisons d'électronique et de coût. Alors le sujet RFID qui a été très très important sur l'année 2008, c'est sans aucun doute l'affaire MyFair classique, la société NXP qui fournit des cartes RFID qui sont utilisées un peu partout dans le monde. Eh bien, justement, l'année dernière, à la suite du CCC, donc ça remonte à 1 an, il y a eu une présentation choc qui a montré un petit peu des gros problèmes de sécurité dans un ensemble de puces MyFair qui étaient utilisées dans énormément d'endroits, y compris dans des systèmes de transport, donc l'équivalent de la carte Orange, ou plutôt du Pass Navigo, pourrait-on dire, en l'occurrence en France, à Paris. Donc des cartes MyFair qui étaient utilisées pour du contrôle d'accès dans les métros, notamment par exemple dans le métro de Londres, dans le métro d'Amsterdam, dans différents endroits. Alors si on revient sur cette conférence du CCC et ce qu'il s'est passé sur le système de transport d'Amsterdam, eh bien on a eu une présentation. Donc un ensemble de personnes se sont intéressées à la sécurité de ces cartes. Alors il faut savoir que la carte du transport d'Amsterdam, il y a 2 types de cartes. Il y a une carte, on va dire, prépayée pour des usages one time, l'équivalent du ticket jetable ou du ticket utilisable pour une courte période, qui s'appelle l'Ultra Light Card.
Alors là, il s'agit d'une carte totalement passive, sans aucune sécurité. Donc en fait, il est possible de lire la carte et de la dupliquer. Donc gros problème de clonage de ces cartes. Vous avez ici, alors certes, c'est pas très discret, mais le composant électronique non miniaturisé qui permet de cloner la carte. Donc en fait, avec ce composant-là, vous allez dans n'importe quel système de contrôle d'accès qui utilise ce principe-là. Vous apposez ça au lieu d'apposer votre carte et vous rentrez parce que le système va vérifier, va penser que c'est une carte valide. Et en réinitialisant cette carte, on peut s'en servir autant de fois qu'on veut. Vous avez un ticket qui est utilisable à l'infini. La deuxième carte, qui est un petit peu plus sécurisée, qui s'appelle la Classic Card, donc qui est basée sur une MyFair classique. Là, c'est la carte, l'abonnement mensuel, annuel. Donc quelque chose d'un petit peu plus sécurisé, comme je vous le disais. Et là, les personnes qui se sont intéressées à la sécurité de cet équipement ont vraiment eu une approche extrêmement hardware, c'est-à-dire qu'ils ont pris les cartes, ils les ont décortiquées, donc bain d'acide, etc., pour vraiment récupérer le composant électronique à l'intérieur donc le chip RFID. Et puis là, avec tout un ensemble de matériel accessible quand même à des amateurs éclairés, mais enfin quand même à des amateurs, ils ont réussi à photographier tous les circuits. Et avec tout un ensemble de méthodes automatisées, eh bien, ils ont reconnu la façon dont le circuit fonctionnait, donc découvert des portes logiques au niveau du circuit, pour vraiment reconstruire toute l'électronique à l'intérieur de la carte, puisque cette carte utilisait tout un système de sécurité complètement propriétaire et confidentiel. Et en fait, par un ensemble d'attaques, eh bien, ils ont réussi vraiment à reproduire tout le schéma, à trouver comment exactement fonctionnait cette carte-là, à trouver l'algorithme cryptographique qui était implémenté dans la carte, qui s'appelle Crypto1 en l'occurrence, et à voir qu'il y avait pas mal de soucis avec cet algorithme, notamment le fait que ce soit un algorithme de clé secrète de 48 bits, donc quelque chose pour les experts en cryptographie qui est quand même assez court et jugé même relativement faible à l'heure actuelle. Toujours est-il que, à cause d'un ensemble de problèmes et avec une attaque qui a été rendue possible par cette attaque électronique hardware initiale, eh bien, ils ont réussi à extraire la clé qui est normalement donc brûlée et stockée de façon confidentielle, c'est le but de cette puce, dans le RFID. Et donc, une fois qu'on a extrait la clé, l'étape suivante, c'est on peut faire vraiment ce qu'on veut, y compris cloner la carte. Donc, avec une centaine de dollars de matériel pour un FPGA, pour faire une attaque en brute force, pour extraire la clé, l'attaque a été rendue possible. Alors, ça a peut-être fait un petit peu de bruit. Hervé Schauer, à la fin, parlera justement de ces problématiques de surmédiatisation ou de médiatisation des failles. Toujours est-il que ça a des impacts quand même qui sont assez importants, parce que vous imaginez qu'on a des systèmes de contrôle d'accès dans des métros dans le monde entier qui reposent sur des cartes qui peuvent être clonées, qui peuvent être dupliquées. Donc vous voyez bien qu'en termes de modèle de sécurité, on a quand même un sérieux problème. Une fois que l'investissement est fait, une fois que les cartes sont distribuées aux utilisateurs, on a des coûts qui peuvent être assez importants quand il faut commencer à changer tous les mécanismes et quand il faut bien sûr renouveler toutes les cartes. Alors là aussi, on a eu des choses assez intéressantes quand on regarde cette histoire par un autre angle. C'est au niveau de la communication, où là, on a trouvé sur différents forums, sur des communications plus ou moins officielles de la société NXP, un petit peu quand même ce qu'on pourrait qualifier un petit peu de mauvaise foi. Je vous laisserai lire toutes ces choses-là qui ont été extraites sur les supports, avec et tenter de minimiser un petit peu les différentes problématiques, expliquer que c'était pas forcément si grave, expliquer que les hackers n'étaient pas fair play parce qu'ils avaient communiqué sur le problème alors qu'ils auraient dû garder ça secret. Ben oui, mais enfin on est dans le domaine de la sécurité, donc je suis pas sûr que ce soit une réponse qui soit très satisfaisante. Alors l'histoire s'arrête pas là, puisque, comme je vous disais, l'année 2008, beaucoup de problèmes pour MyFair. Eh bien, rebelote cet été à DEF CON, donc au mois d'août, ou dans la grande conférence de Las Vegas, où là encore, des étudiants du MIT ont présenté tous les travaux qu'ils avaient faits sur le métro de Boston, le Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA. Où là aussi, eh bien, ils ont complètement trouvé tout le système. Donc là encore, deux cartes, une carte prépayée, plus ou moins rechargeable, et puis une carte sans contact classique. La carte prépayée avec une analyse du composant, eh bien, là encore, elle a été complètement reversée. Donc on a compris tout le fonctionnement, on a extrait tout ce qu'il fallait bien pour être capable de la cloner, d'en fabriquer. Et il se trouve que la carte d'abonnement, la Charlie Card, eh bien, c'est une MyFair classique. Donc là, rebelote, tous les mêmes problèmes, algorithme Crypto1, extraction de la clé, etc. Alors tout ça, ça soulève quand même un certain nombre de questions. Le premier qui pourrait venir un petit peu à l'idée quand même, c'est par exemple cette utilisation de cet algorithme Crypto1 par MyFair, qui était un algorithme secret qui n'avait pas été publié. Dans le domaine de la cryptographie, les choses secrètes, les algorithmes secrets, c'est quelque chose qu'on n'aime pas tellement. Et puis, a priori, c'est pas nouveau. Si vous regardez un petit peu le principe de Kirchhoff,
qui était un cryptologue qui a agi dans les années 1880, eh bien, dans tous les documents qu'il publiait à cette époque-là, il expliquait qu'en effet, tous les algorithmes devaient être considérés comme publics parce que si la sécurité d'un système et d'un système militaire, dans ce cas-là, reposait sur le caractère secret d'un algorithme, eh bien, vous allez avoir de sérieux problèmes parce que ça ne tiendrait pas. Donc, seules les clés sont, elles, la clé secrète ou la clé privée, sont bien sûr des données secrètes. Alors bien évidemment, ça soulève pas mal de questions. Et il faut bien voir que cet aspect ces questions sont encore mises en avant par l'aspect matériel, parce qu'on a encore tendance à croire que dès le moment qu'on a brûlé une clé dans un composant électronique, eh bien personne ne va pouvoir l'accéder. Eh bien ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec des nouvelles méthodes d'attaque, c'est assez facile d'accéder à ce type de système. Alors dans le même domaine, eh bien le passeport électronique a pas mal marqué les esprits en 2008, avec notamment des passants qui ont aperçu quelqu'un d'assez connu à l'aéroport d'Amsterdam, Elvis Presley pour ceux qui l'auraient pas reconnu, qui donc se promenait à l'aéroport. En fait, il se promenait pas son passeport. Quelqu'un a réussi à fabriquer un faux passeport avec toutes les informations d'Elvis Presley, à le faire reconnaître comme un passeport valide sur une borne de l'aéroport d'Amsterdam. Alors comment est-ce que ça a été possible ? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de soucis. Pas mal de choses qui sont problématiques sur ces passeports électroniques, donc ces nouveaux passeports biométriques avec puce RFID. Vous avez beaucoup de choses dans le passeport. Il y a tout un tas de standards qui sont relativement bien faits, qui sont définis par l'ICAO, donc l'International Civil Aviation Organization, mais malheureusement avec beaucoup de choses qui sont optionnelles. Et on sait tous aussi que dans le domaine de la sécurité, quand on a des choses optionnelles, eh bien souvent il faut lire non implémentées ou non implémentées dans un premier temps. Et ça pose beaucoup de soucis. Donc on a eu beaucoup d'attaques diverses et variées qui ont été publiées. Donc bien sûr de la lecture du passeport à distance, alors que normalement il y avait une clé de chiffrement qui est codée sur le passeport, mais qui dans certains cas est prédictible. Clonage du passeport parce que normalement il y a une méthode d'authentification dite active où on envoie une challenge response à la puce présente dans le passeport, mais ça c'est optionnel et donc il y a encore tout un ensemble de pays qui n'utilisent pas cette chose-là, donc possibilité de cloner les passeports. Alors, il y a des gens qui ont poussé le concept même encore plus loin, avec un petit logiciel qui s'appelle iCloon. Alors ça, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, si vous avez un Nokia de dernière génération équipé de puces NFC, donc les fameux téléphones portables qui en plus peuvent faire carte sans contact, on commence à en voir arriver dans certains pays, eh bien vous avez une applet que vous installez sur votre Nokia et vous pouvez typiquement cloner votre passeport. Donc ensuite, en arrivant à l'aéroport, dans l'absolu, vous présentez votre téléphone devant le lecteur de l'aéroport et le lecteur va se retrouver, il va réagir comme s'il était en face du vrai passeport. Bon. Alors, chose plus grave, donc la fabrication d'un faux passeport complet, eh bien là encore, tout est spécifié pour que ce soit pas possible. On peut signer les passeports, vérifier l'intégrité, donc s'assurer que le passeport n'a pas été modifié. Malheureusement, tout ça doit fonctionner au niveau mondial. Donc il faut que les pays échangent entre elles toutes les différentes clés pour vérifier tous les algorithmes et toutes les signatures. Et ce qu'on constate, c'est qu'en octobre 2008, eh bien, sur une cinquantaine de pays qui passent au biométrique, seule une dizaine de pays avaient accepté de partager ces clés-là, et seuls 5 l'avaient fait en pratique. Donc ça veut dire que si vous êtes dans un pays qui n'a pas partagé ces clés, quelles que soient les données de votre passeport, si vous rentrez dans un autre pays qui n'a pas échangé les clés avec votre pays, eh bien, on ne pourra pas vérifier l'intégrité de votre passeport. Alors, autre élément intéressant sur l'année 2008, toujours dans le domaine de l'électronique, ça a été ce qu'on a appelé les cold boot attaques. Peut-être aussi en avez-vous entendu parler, avec la possibilité d'accéder à des données que l'on ne pensait pas possibles sur un ordinateur, sur des ordinateurs, typiquement dû à des problématiques de rémanence de la mémoire. Jusqu'à présent, on pensait que quand on éteignait un ordinateur, toute la mémoire était effacée en l'espace de quelques secondes, et des chercheurs se sont aperçus que c'était, dans beaucoup de cas, c'était pas forcément vrai. Et donc, suivant certaines manipulations, on avait possibilité d'aller accéder à des données qui avaient été présentes dans la mémoire de l'ordinateur. Or, le gros problème, c'est que dans la mémoire de l'ordinateur, on trouve souvent des choses très très intéressantes. Par exemple, si vous avez des solutions de chiffrement disque, par exemple, si vous utilisez de la cryptographie pour du mail chiffré signé, ce type de choses, eh bien, toutes ces données-là vont généralement être en mémoire, parce qu'il faut bien que l'ordinateur puisse les utiliser, et c'est le système d'exploitation de la machine qui va protéger l'accès à ces données, de façon à ce qu'un programme malveillant sur l'ordinateur ne puisse pas aller copier, par exemple, vos clés privées, vos clés secrètes. Si on est capable d'éteindre l'ordinateur, donc d'éteindre l'OS, et d'accéder à ces données dans la mémoire, eh bien on voit bien que l'OS ne protège plus ces données, donc on peut les dupliquer. Alors ça pose des soucis, parce que typiquement un ordinateur qui est mis en veille, la mémoire est toujours plus ou moins alimentée suivant le type de veille. Donc si je trouve un ordinateur qui est mis en veille, je vais directement, d'une certaine façon, accéder à la mémoire. Alors il y a plein de façons possibles, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là on voit par exemple que pour prolonger la rémanence de la mémoire, eh bien on a des utilisateurs,
des attaquants, qui utilisent des bombes d'air comprimé pour geler la mémoire, parce que si on amène la mémoire à moins 10, moins 20 degrés, elle a une rémanence qui peut être très très importante, plusieurs dizaines de minutes. Donc ça vous laisse le temps de geler la mémoire, de l'extraire, de la mettre dans un autre ordinateur et d'accéder potentiellement à tout un tas de données très sensibles qui étaient présentes dans la mémoire. Alors il existe quelques protections relativement simples. La première, c'est d'éteindre son ordinateur, parce que si vous éteignez votre ordinateur, au bout de quelques minutes, la mémoire, suivant le type d'ordinateur, en tous les cas quelques minutes à quelques dizaines de minutes, tout est passé. Donc par exemple, si vous traversez une frontière et que votre ordinateur risque d'être saisi, plutôt que de le laisser en veille, ça peut être une bonne idée de l'avoir éteint auparavant. Vous avez la garantie que vos données ne seront pas, en tous les cas, beaucoup plus difficiles à être accédées. Alors les deuxièmes éléments techniques que l'on souhaitait aborder au cours de ce panorama concernent un peu plus des problèmes de confiance sur Internet, parce qu'on a eu des choses assez marquantes au cours de cette année, avec notamment des problématiques sur BGP, puis des problématiques sur MD5, qui sont d'ailleurs très très fraîches, puisqu'elles datent d'il y a une quinzaine de jours. Alors, qu'est-ce que je vous présente là? Quelle est cette chose étrange? Eh bien, ça, c'est une vision, certes pas très très utilisable, de l'Internet à l'heure actuelle. Donc, Internet, réseau des réseaux, un ensemble de réseaux interconnectés, c'est ce qui est un petit peu représenté ici. À l'heure actuelle, on estime qu'on a sur l'Internet à peu près entre 29 000 et 30 000 réseaux dits autonomes, puisque le fonctionnement d'Internet, à la base, c'est un ensemble de réseaux interconnectés qui échangent des informations entre eux, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, tous ces réseaux, qu'on appelle d'ailleurs des systèmes, des AS, Autonomous Systems, systèmes autonomes, la personne qui administre un réseau est autonome sur son réseau et va échanger des informations avec ses voisins, notamment via le biais de protocoles qu'on appelle BGP, d'un protocole très utilisé sur Internet, un Border Gateway Protocol, qui permet justement d'acheminer des messages d'un point A à un point B sur l'Internet grâce à la collaboration de tous ces réseaux. Et tout ça, c'est basé sur la confiance. On annonce les routes qu'on connaît, on s'échange ces informations avec ses voisins, les informations circulent sur l'Internet et ça permet qu'il y a en permanence, au niveau du réseau mondial, un fonctionnement de ce réseau pour que le routage se passe bien. Alors tout marche bien, sauf, notamment en février 2008, il y a eu quelque chose d'assez intéressant qui s'est produit. Au sein du Pakistan, le gouvernement du Pakistan a détecté un contenu classifié comme offensant sur YouTube et donc a émis une note interne à l'ensemble des acteurs télécoms du Pakistan, donc les ISP, les opérateurs, en leur demandant d'interdire l'accès à ce réseau. Donc jusqu'à là, le Pakistan est maître chez lui, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas trop de problème. Ça a été mis en place, mais il y a une personne qui a fait une petite erreur et en fait qui a propagé cette information en dehors de son réseau. C'est-à-dire qu'en fait, l'information comme quoi l'accès à YouTube n'était plus possible devait rester à l'intérieur du réseau, et elle a été propagée à l'extérieur. Et donc, d'un seul coup, grâce au protocole BGP, cette information s'est propagée sur la Terre entière en l'espace de quelques minutes, et donc tout le trafic pour le site YouTube a été rerouté sur le Pakistan. Donc le site YouTube n'était plus du tout joignable, parce qu'il avait une annonce qui était moins prioritaire, parce que dans la façon dont ça a été fait, Pakistan Telecom a annoncé une route dite plus spécifique, plus précise, parce qu'ils voulaient juste interdire l'accès à un serveur. Et donc le monde entier, quand ils accédaient à YouTube, donc aux adresses IP de YouTube, se sont connectés sur le Pakistan. Donc vous l'imaginez, ça peut faire un très très beau déni de service sur un site, parce que le site YouTube du coup est plus accessible du tout au niveau mondial. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que ici dans ce cas-là ça a été une erreur, ça a été corrigé assez vite parce que les gens se sont vite aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, ça a été même un peu extrême puisque l'accès de Pakistan Telecom a été coupé le temps que tout revienne, tout se remette dans l'ordre. Alors il s'agissait d'un accident, mais on pourrait imaginer des risques de malveillance sur ce modèle-là, parce que dès le moment que vous annoncez une route, comme on travaille sur un système de confiance, l'Internet se fait confiance, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, la bonne nouvelle quand même aussi, c'est que ce système de confiance est un système en quelque sorte chaîné, c'est-à-dire que toutes les annonces sont tracées. C'est-à-dire que si j'annonce une route, tout le monde sait que c'est moi qui l'ai annoncée. Donc on peut imaginer que si j'annonce une fois que YouTube est chez moi, je vais me faire repérer. La fois suivante, quand je vais l'annoncer, les gens mettront moins de temps à réagir. Alors ça a été dupliqué encore une fois, le même type d'attaque, encore à la fameuse conférence DEF CON dont je vous ai parlé un petit peu auparavant, où là, grâce justement encore une fois à des manipulations BGP, les personnes du réseau de DEF CON ont rerouté tout le trafic du réseau de DEF CON via un intermédiaire à New York. Donc je n'ai pas forcément trop le temps de rentrer sur les détails, mais en fait il faut voir que le réseau attaqué ici est en bas à gauche et s'appelle l'ASN 200. Le réseau attaquant est la SN100 et à un moment donné, le réseau en haut à droite, la SN100, a annoncé qu'il avait une route plus précise et plus efficace pour accéder au réseau 200. Donc tout le monde
passe par le réseau 100, et le réseau 100, lui, de son côté, reroute ces informations vers le réseau 200. Donc le réseau 200 ne voit rien, continue à recevoir du trafic, sauf que tout ce trafic est détourné par un acteur sur l'Internet. Alors là aussi, est-ce que c'est une faille? Clairement non, c'est le fonctionnement même du protocole BGP qui fait que l'Internet est résilient, qui fonctionne bien. Toujours est-il que beaucoup de gens n'avaient pas forcément tout à fait confiance de ça et que ça peut avoir quand même des impacts, c'est des choses qu'il faut connaître, notamment pour des problématiques à large échelle. Pour conclure, dans les 2 minutes qu'il doit me rester, dernier élément important dans le domaine de la confiance. Il y a quelques semaines, lors de la 25e conférence donc, du CCC à Berlin, vous avez peut-être entendu parler de gros soucis de certificats et de MD5. Donc on a eu quelque chose d'assez intéressant. Donc MD5, fonction de hachage bien connue, utilisée depuis pas mal d'années, connue comme faible depuis 2004. On a depuis 2004 un ensemble d'attaques qui ont été présentées sur cet algorithme, sur cette fonction de hachage, des collisions, pas mal de choses. Donc, on commençait à avoir, beaucoup de gens commençaient à se dire qu'MD5 était vraiment un petit peu affaibli. Eh bien, lors de cette conférence à Berlin, une équipe de chercheurs a réussi à faire fabriquer un faux certificat, donc accepté par l'ensemble des navigateurs du monde entier, à le faire signer par une autorité de certification, et sans que l'autorité de et en faisant signer ce premier certificat, grâce à des collisions MD5, parce qu'il utilise un algorithme MD5 dans la fabrication de ces certificats, a fabriqué en parallèle un deuxième certificat valide, mais qui n'est jamais passé par l'autorité de certification. Donc ça veut dire en gros comment obtenir un certificat dans un coin en ayant fait signer un autre et en réutilisant une signature. Tout ça dû à des collisions de MD5. Alors, c'est quelque chose d'assez grave, d'assez important. Bon, là aussi, il faut un petit peu relativiser parce que l'attaque nécessitait un ensemble de conditions un petit peu particulières. MD5 est quand même en fin de vie, donc la plupart des autorités de certification sont passées dans un algorithme qu'on appelle SHA-1, qui est quand même s'il a quelques soucis, beaucoup plus sécurisé pour l'usage qu'on en fait. Il a fallu une puissance de calcul assez importante pour faire cette collision. Mais l'attaque, potentiellement, permettrait de faire des attaques de phishing ou des choses comme ça de façon très très importante parce que si on peut fabriquer un faux certificat qui est reconnu par tous les navigateurs, ça veut dire que vous pouvez faire croire à n'importe qui se connecte chez vous qu'il accède à un site validé, alors qu'en fait, ce site n'a jamais été validé, c'est vous qui avez fabriqué ce faux certificat. Alors, c'est quand même pas la fin du monde parce que SSL n'a jamais vraiment fourni une authentification forte des cibles. Déjà sur Internet, regardez le nombre d'utilisateurs qui cliquent OK sur un message d'alerte de leur navigateur parce qu'un certificat ne fonctionne pas. Bon, donc SSL ne protégeait pas forcément toutes ces attaques. Bon, il faut bien voir que la majorité des attaques reposent aussi sur le poste client, les PC infectés, les virus, les chevaux de Troie, et que on n'avait pas besoin de faire des faux certificats SSL pour voler des numéros de carte bancaire. Donc il faut quand même relativiser cette attaque. Donc Internet s'effondrera pas encore cette fois-ci, mais c'est encore un petit peu de plomb dans MD5. Donc SHA-1 doit clairement être utilisé. Et puis, heureusement, le SHA-1 ne devrait pas durer très très longtemps parce que, justement, il y a quelques semaines aussi, la fin de l'appel à communication du NIST pour le nouvel algorithme de hachage s'est terminée. Donc, quelque chose qui va s'appeler SHA-3. On a eu une 50aine de candidats qui ont été proposés, dont certains déjà sont un peu tombés. Donc, toute la communauté mondiale des cryptologues va s'intéresser à ça. Et d'ici 2012, on aura une belle fonction de hachage toute neuve et très solide, un petit peu comme on a eu AES qui a remplacé DES. Merci.